Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette 4e rencontre de l'Université politique du confinement organisée par la Fédération PS de Paris. Nous avons mis en place cet outil pour réfléchir au monde d'après la crise du Covid-19. On vit tous des moments et des interrogations personnelles, mais aussi collectifs. Et on pensait que c'était le bon moment en fait, pour réfléchir aux grandes questions qui vont se poser sur notre modèle de société pour les années à venir. Et donc, pour cette 4e rencontre, on a le plaisir d'accueillir Aurore Lalucq, eurodéputée, économiste, afin de répondre ensemble à la question Europe et transition écologique, quelles solutions pour sortir de la crise économique? Donc, je rappelle que cette conférence est diffusée sur Zoom et également en direct sur Facebook. Je viens de lancer le direct. Et donc, avant de commencer, je rappellerai qu'Aurore Lalucq travaille en tant qu'économiste depuis 15 ans sur les rapports entre dérèglement climatique et pauvreté. À l'Institut Veblen, dont elle est cofondatrice, elle a publié de nombreux ouvrages, de nombreux rapports sur ces questions-là et elle les a poussés dans le débat public. Elle est élue députée européenne en 2019 au sein de la liste Envie d'Europe de Rassemblement de la gauche, portée par Raphaël Glucksmann, et elle est membre aujourd'hui du groupe socialiste et démocrate. Au Parlement européen, elle porte le sujet du Green New Deal depuis le début de son mandat en tant qu'initiatrice et présidente de l'intergroupe du Green New Deal, donc qui rassemble 150 eurodéputés de différents bords politiques. Et donc, selon Aurore Lalucq, c'est en effet ce double programme ambitieux d'investissement dans les énergies renouvelables et de réduction des inégalités qui doit être la matrice de la social-démocratie de demain pour une Europe providence et également un nouveau modèle économique post-croissance, justement, nous y reviendrons. Et enfin, Aurore Lalucq a été nommée rapporteure du semestre européen 2020 pour défendre la révision du pacte de stabilité et de croissance. Et donc, avant de commencer, je précise que vous pouvez poser vos questions dans la section questions-réponses qui est en bas de votre écran, ainsi que sur Facebook en live, et nous vous y répondrons dans la seconde partie de cet échange. Donc, Aurore Lalucq, bonjour. Merci de votre participation à cette rencontre. Pour commencer, peut-être, pourriez-vous présenter aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent votre travail à la tête du semestre européen? Qu'est-ce que cet outil aussi qui est parfois un peu nébuleux? Et surtout, quelles sont vos ambitions pour cet outil qui, à gauche, est parfois vu comme l'outil de la rigueur budgétaire, l'outil de la convergence et qui est parfois au détriment des États les plus fragilisés? Le semestre européen, en fait, part d'une idée qui est plutôt intéressante, qui est de dire face à la crise économique, il faut que les pays se coordonnent leur politique économique, ce qui fait, ma foi, totalement sens quand on veut parer à un choc économique extérieur. Le problème, c'est que ça s'est fait sur un logiciel qui était très dominant à l'époque, qui était un logiciel plutôt austéritaire, plutôt allant vers la réduction des dépenses publiques et prônant ce qu'on appelle les réformes structurelles. Les réformes structurelles, dans le jargon, c'est flexibilisation du marché du travail, c'est privatisation, etc. Donc, ça s'est fait sur ce logiciel-là. Et puis, comme ça s'est fait sur ce logiciel-là, parce que c'était le rapport de force politique du moment qui le prônait, ça a été un petit peu… on a réécrit un peu l'histoire de ce semestre en disant bah, c'est comme ça, le semestre européen. C'est la rigueur budgétaire, c'est les réformes structurelles et ça doit rester ad vitam aeternam comme ça. Moi, j'ai été nommée rapportrice et en fait, les négociations ont eu lieu au début de cette année, de 2020. L'idée était de réorienter ce semestre européen vers des objectifs environnementaux, sociaux, faire en sorte aussi qu'ils permettent de desserrer les contraintes budgétaires pour qu'on puisse avoir de l'investissement public, notamment dans la santé, notamment dans les infrastructures et dans l'éducation aussi, et puis faire en sorte de sortir, ou du moins de proposer une révision du pacte de stabilité et de croissance et de noter en fait certains faits, certains traits réels, certaines réalités au sein de l'Union, notamment le fait qu'on avait une augmentation du nombre de travailleurs précaires et de la pauvreté sur notre continent. Ça a été un combat assez rude. En fait, d'habitude, il y a un accord entre sociaux-démocrates et droite. Là, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu une ligne de démarcation très claire avec d'un côté on va dire l'extrême gauche et la GUE où siège la France insoumise, les Verts,
les sociaux-démocrates que nous sommes, et puis dans un premier temps une partie de Renaissance, là où siègent des députés La République en marche. Puis finalement, ils ont choisi l'autre camp, qui est celui de le camp de la droite, qui était représenté par la droite d'Orban en plus, donc pas n'importe quelle droite. Oui. Hein. Voilà, qui était une droite très réac et qui ne supportait pas, ne serait-ce que la mention de dérèglement climatique. En fait, dès qu'il y avait un fait, ils voulaient absolument l'effacer, ce qui en dit long. Et donc, il n'y a pas eu d'accord. Voilà, donc ça s'est soldé par un échec quelque part en termes de négociation. Il n'y a pas eu d'accord, mais je trouve que c'était important aussi qu'on remette du clivage gauche-droite au Parlement européen parfois. Donc le Parlement européen n'ayant pas de majorité, il faut toujours avoir des accords comme ça, mais des fois, il y a des accords qu'on ne peut pas trouver. Et là, il n'y a pas eu d'accord. Et c'était 10 jours en fait avant le début du confinement. Et donc, c'était intéressant de voir que ceux-là même qui disaient c'est absolument ridicule de vouloir sortir ou réviser le pacte de stabilité et de croissance. C'est pas sérieux, c'est vraiment le sérieux, le pacte de stabilité et de croissance, etc. Il n'y a pas besoin d'investissement public. C'est toujours marrant de voir dans ces cas-là les retournements de veste, puisque ceux-là même qui défendaient corps et âme ces politiques ont salué 10 jours plus tard le fait qu'il y avait une suspension du pacte de stabilité et de croissance, etc. etc. Voilà, donc à 10 jours près, en fait, il y a eu un retournement de veste général, alors que dans un premier temps, la droite était extrêmement virulente et nous disait non mais ça, c'est pas de l'économie, c'est un semestre européen pour le bien-être. On a vu ce que ça a donné de ne pas desserrer les contraintes budgétaires avant et de ne pas pouvoir investir, etc., etc. Voilà. Oui, donc c'est pas que le semestre européen est comme ça et doit rester comme ça, c'est vraiment des batailles politiques à mener à l'avenir. Totalement, totalement. Et des batailles politiques d'ordre culturel aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut… là, on est dans un moment où on est en train de redécouvrir l'État-providence, on est en train de se dire que finalement, investir dans la santé, bah ouais, c'est bien. Et puis, en fait, c'est même si on est que dans une perspective, disons, cynique, bah, en fait, ça coûte moins cher que de ne pas le faire, puisqu'on est en train de se rendre compte que le fait de ne pas avoir assez de lits, de ne pas avoir de tests, de masques, etc., bah, ça est en train de nous coûter une récession. C'est un coût économique et social absolument incroyable. Donc, même si on n'est pas très sensible, disons, à l'état des autres, même d'un point de vue purement cynique, je serais tentée de dire, il aurait fallu absolument le faire. Donc, on est en train de redécouvrir les avantages de tout ça, mais attention à bien gagner la bataille culturelle pour gagner après et mener des politiques généreuses et qui font du bien à tout le monde, pas seulement à une fraction de la population. D'accord. Concernant du coup la bataille culturelle et des idées, vous en menez une aussi au Parlement européen sur un autre sujet qui est celle du grand plan d'investissement vert que vous défendez. Donc c'est le Green New Deal. Et c'est d'ailleurs une bataille que vous menez même avant votre élection en tant que chercheuse et militante. Dans une tribune publiée sur le site Euractiv, 14 eurodéputés s'alertaient et prévenaient, donc qui soutiennent le Green Deal, l'Europe n'a pas le droit à l'erreur. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans le contexte de crise sanitaire et économique actuelle, est-ce que le Green Deal proposé par la Commission européenne et par son vice-président exécutif Frans Timmermans répond-il aux enjeux, selon vous, de la crise qu'on vit actuellement? Alors, ce qui est terrible, c'est que oui et non. Il n'était pas assez ambitieux, ce plan. Alors, franchement, la Commission européenne, compte tenu des équilibres politiques, a fait un vrai virage environnemental. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, une vraie conscience de l'urgence écologique. Néanmoins, cette conscience ne se traduit pas totalement par un changement de logiciel intellectuel encore. C'est-à-dire que le Green Deal qui était proposé par Timmermans, bon après Timmermans, il est coincé aussi entre des commissaires et des vice-présidents, enfin plutôt des vice-présidents, pardon, très à droite. Hein. Il n'a pas non plus dans son portefeuille une latitude extrême. Il y a plein de sujets qui ne sont pas sous son égide alors qu'ils devraient l'être. Mais c'est vrai qu'on était dans quelque chose qui n'était pas assez ambitieux, pas assez social. Ça, c'est le premier point, qui n'était pas à la hauteur d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on était sur 1000 milliards sur 10 ans, alors qu'il nous faudrait 1000 milliards par an, en fait, et qui ne privilégiait pas assez le dialogue social, à mon sens. On restait dans un logiciel
où on se disait que la technologie allait nous sauver de tout finalement. Il y a un Mmh. moment, on allait avoir une rupture technologique qui allait nous permettre de continuer plus ou moins à vivre comme avant. Voilà, c'est un peu ça finalement le Green Deal proposé par la Commission. Et puis on reste dans un logiciel qui est très peu doté d'argent public. Mais après, ça, l'Europe pour le coup n'y peut pas grand-chose. Elle n'est pas très bien dotée à ce niveau-là. On ne peut pas lui en faire le grief. Mais on restait dans une logique un peu d'effet de levier, c'est-à-dire qu'un peu d'argent public allait permettre d'amorcer l'argent privé. Or, quand on est dans la transition écologique et qu'il faut faire de la transition juste, aussi de la transition sociale, c'est-à-dire s'occuper d'emplois, parce qu'il y a des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître. On ne peut pas se dire que le marché va pouvoir gérer ça. À un Mmh. moment, c'est aux institutions publiques de prendre le relais. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire que le Green Deal de la Commission était extrêmement ambitieux. Il y avait un grand nombre, il y a une vraie sincérité dans le diagnostic, mais il y avait encore un grand nombre d'impensés sur le lien entre économie et environnement. Et on est resté un peu prisonnier de la pensée magique, à mon sens, où on allait mettre le mot vert à côté de croissance et tout allait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que vraiment, il faut qu'on réapprenne à mettre l'économie au service de la société et que la société apprenne à respecter les limites de la biosphère. Sinon, ça donne d'ailleurs des crises comme on est en train de le voir aujourd'hui parce que certains habitats ne sont plus respectés. Il y a trop de transmission entre certaines espèces animales et l'homme parce qu'on empiète trop finalement. Voilà. Donc, néanmoins, on se trouve aujourd'hui dans une situation où le Green Deal, bien que pas assez ambitieux, est attaqué de toutes parts. Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la crise, il y a des tentations et des tentatives de venir détricoter le peu qui avait été gagné dans le domaine de Green Deal, des pressions d'ordre politique. Et là, on le voit avec certains gouvernements, notamment polonais, hongrois, etc., qui demandent à ce qu'il y ait une révision des objectifs environnementaux. Et puis du côté des lobbies aussi. On pense à Oui. Business Europe, à certaines entreprises qui demandent des révisions de directives. Voilà. Donc les craintes sur le Green Deal sont assez nombreuses. Vous avez subi, vous, des pressions de lobby, par exemple, Non, personnellement? non, alors après, je ne pense pas être assez puissante pour subir des pressions de lobby réelles. Néanmoins, on est effectivement contacté par des lobbies. Voilà. Moi, il me semble que quand on a une colonne vertébrale politique suffisamment claire et qu'on sait ce qu'on défend, Mmh. moi, à part me donner des arguments qui me permettent de connaître leur position, non, j'ai jamais subi de pression des lobbies. Mmh. Après, je trouve ça aussi normal que les corporations, qu'il y ait un certain corporatisme et que les corporations viennent défendre leur bout de grâce, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas inadmissible. Mais j'ai jamais eu, non, j'ai jamais eu de Mmh. pression. Par contre, oui, on est contacté aujourd'hui par beaucoup de lobbies, oui. Mmh. Donc, si je comprends bien, le Green Deal actuel, c'est trop peu, mais pour certains, c'est déjà trop. Ouais, c'est Et, exactement ça. et sur la question du financement, du coup, vous prenez un plan beaucoup plus ambitieux. Comment vous financez, du coup? Parce que c'est toujours la question qui revient, c'est où on trouve l'argent. Quelle est, selon vous, une des modalités de financement pour ce plan de relance? C'est toujours la question du financement qui nous obsède parce qu'on a décidé qu'elle devait nous obséder aussi, en fait. Ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre au sérieux. La réalité, c'est qu'au niveau européen, on a une construction qui est inachevée. Donc déjà, il y a un problème de fiscalité. Il faudrait qu'on soit en mesure, de cesser d'avoir de la concurrence fiscale au sein de la zone euro et au sein de l'Union en règle générale, et d'avoir la possibilité d'avoir des impôts, de lever des impôts en commun. Ça pourrait être une source de financement. Deux, il y a la question de la mutualisation de la dette, des eurobonds, etc., dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Trois, ça peut se faire au niveau national aussi si on dessert les contraintes budgétaires, mais là, on va être dans une situation assez complexe dans le sens où on va avoir un accroissement massif de l'endettement des pays. Donc, le discours que je tenais avant,
avant la crise du coronavirus n'est plus le même que je tiens maintenant. Avant, pour moi, il n'y avait pas de sujet avec la dette publique, clairement. C'est-à-dire qu'on était dans des situations qui étaient tout à fait correctes, même si les chiffres peuvent paraître énormes, les États ne s'endettent pas comme les particuliers, et surtout un État, ça ne meurt pas comme ça. Voilà, c'est pas du tout la même puissance, c'est pas du tout la même capacité d'endettement qu'un individu, qu'un ménage, que même une entreprise. Voilà, donc déjà, c'était pas une situation à mon sens alarmante. Là, la situation elle est alarmante et la question du financement se pose parce que la dette qui est contractée aujourd'hui par les États n'est pas une dette normale, entre guillemets, c'est une dette exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas alimenter de l'investissement. Donc, il n'y aura pas un effet multiplicateur que les économistes aiment bien, c'est-à-dire que quand on injecte 1 euro dans l'économie, on sait qu'on va en récupérer plus après, au moins 1,5, voire 2, par exemple. Ça, c'est le grand rêve des économistes. Bah, là, ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas de l'investissement, ce n'est pas de la dépense de fonctionnement. On est juste en train de faire en sorte de maintenir l'économie en vie, en fait. Donc, on lui injecte de l'argent pour qu'elle ne meure pas parce qu'on a arrêté les secteurs de l'économie suite à un choc. Donc, on a un choc d'offres et un choc de demande. Et c'est assez nouveau. Enfin, on n'a jamais arrêté comme ça l'économie tous ensemble volontairement. Donc là, on risque d'avoir des dettes qui sont, à mon sens, et pourtant je ne suis vraiment pas une obsédée des dettes publiques, hein, qui sont, à mon sens, très difficilement remboursables, voire irremboursables, avec des chocs qui risquent de se produire, notamment sur l'Italie, ce qui était ma grosse crainte depuis le début de cette crise, c'est-à-dire que des pays qui étaient déjà avec un niveau d'endettement élevé et qui étaient dans le collimateur déjà des agences de notation risquent d'avoir des jeux de spéculation déstabilisants. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, la note de l'Italie vient d'être rétrogradée. Et donc là, il y a vraiment des craintes. Donc pour moi, l'idéal, ce serait que la Banque centrale européenne, au lieu de passer par les marchés financiers et par le système bancaire comme le faisait jusqu'à présent à travers la politique dite de quantitative easing, c'est-à-dire qu'en gros, je schématise, hein, la Banque centrale européenne injecte de la liquidité, de l'argent frais dans le système bancaire pour que les banques puissent prêter aux entrepreneurs et que l'économie puisse continuer de fonctionner. Moi, je serais d'avis de faire en sorte que la Banque centrale européenne puisse directement investir, puisse directement prêter aux États, en fait, qui est un circuit beaucoup plus fluide dans l'urgence. En vrai, c'est ce que normalement des banques centrales sont capables de faire. Il n'y a que la Banque centrale européenne qui n'a pas le droit de le faire et je trouve qu'il serait temps de revenir un petit peu là-dessus. Donc, les idées que je pouvais avoir avant, qui étaient de dire qu'il faut flécher le quantitative easing tel qu'il se faisait avant, donc les politiques monétaires de la Banque centrale, vers la transition écologique, là, je ne tiendrai pas le même type de discours compte tenu de la crise. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille vers des solutions beaucoup plus pragmatiques et radicales parce qu'on est dans une situation de crise exceptionnelle. Et les eurobonds, etc., c'est très bien, il faut le faire, mais il nous faut tout un panel de mesures qui permettent de faire en sorte que tout le monde puisse en sortir. Voilà. Mais du coup, ça implique du coup un changement du rôle de la BCE et du coup un changement de paradigme total, hein, parce que c'est quand même une règle d'or, l'indépendance de la BCE dans l'Union européenne. C'est aussi la doxa un peu que vous décrivez parfois dans les médias sur vraiment le mode de pensée néolibéral qui a lieu aujourd'hui dans l'Union européenne. En quoi le Green Deal nous permettrait de sortir et d'être un outil justement pour remettre en cause cette doxa libérale? Mais en fait, le problème, c'est que je ne sais pas si ça va nous permettre Ouais. de le faire. Pour dire les choses extrêmement honnêtement, compte tenu de l'état du débat politique, on est à un moment Ouais. de tangent, là, en fait. Euh, le truc, c'est qu'on s'est retrouvés, beaucoup d'entre nous se sont perdus aussi avec le néolibéralisme qui nous a mis quand même dans un espèce d'état d'inertie où on n'a plus osé dire certaines choses de peur de passer pour ridicule. On n'a même plus osé penser certaines choses. Voilà, à mon sens. Et tout d'un coup, beaucoup d'idéologie a été mise dans les moyens, beaucoup plus que dans les fins. Et l'inflation, c'était mal, on ne sait pas pourquoi, mais c'était mal tout d'un coup. La dette, c'était mal.
financer directement les États, il ne fallait pas. Une banque centrale devait être indépendante alors que ça n'existe pas, une banque centrale indépendante. Et de facto, la Banque centrale européenne n'est pas si indépendante que ça du tout. Enfin, je veux dire, si l'Allemagne a une position, la France a une position, je pense que ça a des conséquences sur elle. Donc, on a mis beaucoup d'idéologie, je trouve, dans les instruments économiques, alors que les objectifs politiques doivent être mis ailleurs. Aujourd'hui, le seul avantage, entre guillemets, je ne le noterai pas comme ça, mais ce qu'on est en train plutôt de redécouvrir avec la crise, c'est pas un certain pragmatisme encore, mais de facto, ça nous oblige à nous dire déjà, en fait, l'endettement, on s'en fout, c'est pas grave. Et ça a été très vite acquis finalement avec cette crise-là, aussi bien côté OCDE où on a entendu Laurence Boone dire tout de suite sur France Inter et dans les grandes matinales, finalement, c'est pas grave la dette. Hein. Ça a été dit aussi côté de la Banque Centrale Européenne, côté FMI, etc. Tout de suite, le discours a immédiatement changé à ce niveau-là. Le discours est en train de changer sur l'inflation. Parce que la même chose, on a entendu Christine Lagarde dire « j'espère qu'on aura un peu d'inflation ». Voilà. Ça, c'était inimaginable il y a quelques années. Vraiment inimaginable parce que l'inflation, même chose, c'était devenu mal et il n'y avait plus aucun élément de rationalité ou d'explication qui était mis sur bah non, c'est pas l'inflation qui est mal, au contraire, c'est plutôt bon pour les classes moyennes, l'inflation. Par contre, c'est très mauvais pour les rentiers. Et par contre, oui, il y a un traumatisme qui est un traumatisme très allemand sur l'hyperinflation. Mais c'est la déflation qui est un problème pour les classes moyennes et les gens les plus pauvres. C'est jamais l'inflation. Ça, on est en train de revenir dessus. Il y a quelques éléments comme ça, l'annulation des dettes. On commence à en parler et de manière très, très sérieuse. Voilà. C'est la même chose. Alors, c'est quand même pas dans la bouche encore des grands décideurs politiques. Mais néanmoins, ça redevient des sujets. Donc, est-ce que c'est le Green New Deal qui va nous permettre d'être pragmatiques? Je ne sais pas. Je pense que c'est la crise qui nous permettra de l'être ou de ne pas l'être. Si ça nous permet de l'être, alors on sera sauvé, entre guillemets. Si par contre on n'arrive pas à redevenir totalement pragmatique, là ce sera un vrai sujet. Ce qui est dommage, c'est que quand on repense à l'expérience de Roosevelt et au New Deal de Roosevelt, il y avait deux principes fondateurs de son New Deal, deux lignes directrices, qui étaient le pragmatisme et l'expérimentation. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt que de dire que le New Deal de Roosevelt était parfait, etc. Il n'était pas, on le mythifie totalement, à mon sens. Il avait plein de défauts, mais c'est pas grave. C'était quand même un projet de société hyper intéressant qui a permis de jeter les bases de l'État-providence. Plutôt que de le mythifier, on ferait mieux de garder sa philosophie qui était pragmatisme et expérimentation. C'est vraiment avec ça qu'on arrive à renouer aujourd'hui. D'accord. Je rappelle très rapidement que vous pouvez poser des questions dans la section questions-réponses qui figure en bas de votre écran. On a des questions qui arrivent, mais on est toujours preneur d'autres suggestions. Et dernière question par rapport au Green New Deal. Donc Roosevelt, c'était un certain type d'investissement. Quelle serait concrètement en fait l'utilisation de ces milliards d'euros injectés dans l'économie pour la transition écologique? Concrètement, qu'est-ce que ça changerait dans nos sociétés? Ça dépend comment on le fait. Si on le fait bien, ça peut créer déjà énormément d'emplois. Voilà. Ça, c'est le premier point. En fait, quand on se fixe des objectifs en termes de transition écologique, il y a plusieurs éléments essentiels. Premièrement, il faut investir dans les renouvelables. Ça, c'est un point. Et sortir des fossiles. Deuxièmement, il faut faire de l'isolation thermique des bâtiments. Ça, c'est essentiel aussi. Et troisièmement, moi, je serais pour une filière industrielle au niveau européen. On manque d'industrie, on manque de politique industrielle au niveau européen et on est en train de le voir d'ailleurs aujourd'hui même. Oui. Donc, c'est un vrai sujet. On a misé ces dernières années sur les services. Et le problème des services, c'est que ça est souvent très mal rémunéré. Et par ailleurs, ça a une empreinte écologique assez forte, contrairement à ce qu'on croit. Hein. On connaît très mal le métabolisme environnemental des services, mais tout ce qui est digitalisation, etc., ça, en fait, ça a une très forte empreinte environnementale. Et il nous faudrait une politique industrielle verte, à mon sens. Et moi, je serais tentée d'aller vers des technologies bas carbone simples, comme les low-tech ou ce genre de choses sur lesquelles il n'y a pas encore
de trop d'entreprises qui se sont positionnées. Et puis, il y a un besoin d'investissement dans la biodiversité. On le voit aujourd'hui avec avec cette crise du coronavirus. Il faut absolument restaurer une partie de la biodiversité, en prendre soin, etc., etc. Et là aussi, ça peut créer des emplois. Donc, ce plan d'investissement, il aurait pour avantage de créer des emplois, d'économiser de l'argent à l'avenir, parce que investir, c'est dépenser maintenant, mais c'est économiser de l'argent plus tard, et puis d'éradiquer la pauvreté environnementale. Car on oublie qu'il y a énormément de précaires énergétiques au niveau européen, qui sont d'ailleurs souvent dans les pays du Sud, pas dans les pays du Nord, enfin beaucoup moins dans les pays du Nord. Et on n'a même pas de définition encore établie. Ils sont hors des statistiques. Il nous faudrait une définition consolidée en fait des précaires énergétiques pour pouvoir les comptabiliser au niveau européen, mais on est à minima sur du 25 millions de personnes d'après les chiffres que l'on a aujourd'hui. Donc l'idée de faire ce genre de plan, ça permettrait en fait de lier. La question environnementale est toujours une question sociale, mais ça permettrait de montrer à quel point c'en est une. Voilà. Et de sortir de la crise de notre modèle de production et de consommation par le haut. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a que des solutions aux crises qu'on est en train de vivre. Donc, ça permettrait de créer de l'emploi et ça permettrait d'éradiquer la pauvreté environnementale. En tout cas, c'est ce qu'à gauche, aujourd'hui, on défend, c'est la social écologie et l'un sans l'autre n'a plus trop de valeur. On le voit actuellement pendant la crise. Je vais poser une question un peu plus politique parce qu'on va arriver bientôt à la séquence des questions-réponses. En tant qu'eurodéputé, du coup, élu au sein d'une liste de rassemblement de la gauche et aujourd'hui à la tête d'un intergroupe avec des eurodéputés de différents bords, en tout cas de différentes chapelles politiques, est-ce que pour toi, en toute honnêteté, le rassemblement de la gauche est aussi une des clés pour sortir un peu de cette nasse politique dans laquelle on se trouve et quels sont du coup les obstacles à lever pour y parvenir? Mais je vais être très claire pour tes deux questions, je te préviens Ouais. tout de suite. Oui, c'est essentiel. Voilà, enfin, je veux dire, et je crois que tout le monde l'attend, ce rassemblement, en fait. D'autant que les lignes politiques, en ce moment, je les trouve extrêmement claires et qu'il y a très peu de choses qui nous séparent, ou alors quand il y a des choses qui nous séparent, elles sont souvent gonflées un petit peu de manière artificielle. Je pense que tu as pu voir que moi, je ne tape jamais sur quelqu'un qui est du même bord politique que moi et qui défend ce que nous défendons finalement tous. Donc le rassemblement, c'est quelque chose, oui, c'est essentiel pour la suite, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises qui ont envie de mettre un seul bulletin dans l'urne. Voilà. Et qui en ont marre de devoir choisir entre des listes concurrentes qui globalement disent à peu près la même chose. Voilà, ça c'est ma réponse. L'autre qui est je pense qu'il y a beaucoup de questions de personnes et d'ego et de blessures qui font qu'il y a du mal, il y a des difficultés à se rassembler, et puis parce qu'on n'échappe pas à oui, rassemblez-vous derrière moi, qui est un grand classique, mais qui n'est d'ailleurs pas uniquement qu'en politique. Hein. Moi, j'ai pu le voir ailleurs. À chaque fois qu'il y a des divisions, c'est oui, il faut se rassembler, mais derrière moi. Voilà. Donc moi, j'ai envie qu'on puisse se rassembler, et je suis prête derrière qui voudra, en fait, qui incarnera le mieux. Je m'en moque, à vrai dire, mais j'aimerais, oui, qu'on puisse être rapidement unis. Et pour une écologie politique qui a un vrai impact en fait. Pour une sociale écologie, Mm. oui, tout à fait. Parce que les deux sont intrinsèquement liés, comme tu l'as dit, et pour pouvoir mener d'autres politiques. Parce que je crois qu'il y a urgence à le faire. Et parce qu'en fait, diviser, on gagnera pas. Enfin, je veux dire, voilà, il faut être clair, diviser, on ne gagnera pas. Et à un moment aussi important que celui-ci, où on voit bien qu'il y a un besoin de mettre en place d'autres politiques, et que finalement, ce qui est en train de se passer là montre la nécessité d'avoir des services publics, d'avoir une vision de long terme, d'avoir un projet de société qui ne soit pas que quelque chose de gestionnaire et de petit comptable.
c'est essentiel de mettre les égos dans les poches et les blessures dans les poches et ce que vous voulez, de se rassembler. Oui. Merci beaucoup. On va passer du coup sans Bien. transition à la séquence de questions-réponses. Donc, il y en a 17. Donc, on va essayer de répondre à toutes. Donc, plus ou moins longues, mais si possible, assez rapidement pour pouvoir toutes les couvrir. Donc, la première, c'est une question assez large. C'est l'Union européenne vous semble-t-elle capable aujourd'hui de répondre à la crise actuelle? En fait, ce qui est très difficile, c'est oui et non. C'est absolument terrible, mais c'est lié à la double gouvernance, à la gouvernance parallèle de l'Union européenne. C'est-à-dire que d'un côté, on a des institutions comme la Banque centrale européenne, des institutions communautaires. On est d'accord ou pas d'accord avec la façon dont elles agissent, et moi, je peux être critique, mais elles sont là. Et sans les 750 milliards de la Banque centrale européenne, la situation, elle serait vraiment différente aujourd'hui. Elles agissent. Mais à côté de ça, on a une gouvernance assez opaque, à vrai dire, en plus très intergouvernementale, qui se fait au sein de l'Eurogroupe, qui se fait au sein du Conseil. Et là, on a des spectacles pas très jolis à voir, avec des phrases extrêmement humiliantes pour certains pays. Je pense notamment aux pays dits du Sud, avec des pays dits du Nord, qui sont souvent des gouvernements de droite, en fait, pour appeler ça clairement, hein, qui font la leçon de morale, alors que ce sont, par exemple, des paradis fiscaux, et je pense aux Pays-Bas. Donc, la vraie difficulté qu'on a, c'est si on me disait, est-ce que l'Union est capable de trouver des solutions à la crise et qu'il n'y avait pas cette gouvernance cette double gouvernance, je dirais oui. Franchement, les institutions européennes, elles sont, elles sont capables de le faire, je pense. Mais après, elles n'ont pas toutes les compétences. On n'a pas la compétence sur la santé, par exemple, Voilà. ce genre de choses. Ça, on n'a pas. Donc ça, on ne peut pas faire. Mais je pense que si on avait un approfondissement de la construction européenne, on serait en capacité de le faire. Le problème, c'est que là, on doit faire face en permanence à de l'intergouvernemental qui vient d'ailleurs saper auprès des Français notamment, parce qu'il y a un vrai sentiment anti-européen qui se développe, qui vient saper, mais en Italie aussi, hein, qui vient saper finalement tout le travail fait par les institutions européennes. Pour le dire clairement, les institutions européennes sont détestées alors qu'elles font le travail, à mon avis. Alors que ce qui devrait être détesté aujourd'hui, c'est plutôt certains gouvernements, et notamment le gouvernement hollandais. Enfin voilà, certains propos de certains dirigeants. Et au lieu de remettre du clivage gauche-droite, on met du clivage national Europe. Mais pour l'instant, je trouve que non, les institutions européennes ont essayé, malgré le peu de ressources qu'elles ont d'ailleurs, de faire le travail, mais c'est vraiment foutu en l'air par un Eurogroupe qui n'est absolument pas à la hauteur. Et pour l'instant, les propositions de l'Eurogroupe et du Conseil ne sont clairement pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'on est sur des solutions qui reposent toutes sur du prêt, alors qu'on ne pourra pas rembourser les sommes injectées aujourd'hui dans l'économie et qu'il n'y a toujours pas de solidarité budgétaire. Donc à ce niveau-là, non, on n'est absolument pas à la hauteur et si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Merci. Alors, une question de Pauline. Vous suggérez que croissance et écologie ne vont pas forcément de pair. Quelle est votre position par rapport à la notion de décroissance? Est-ce applicable à l'Europe? Alors moi, en fait, là-dessus, j'ai un positionnement, il y a une guéguerre entre croissance verte et décroissance. Et moi, pour moi, en fait, la croissance n'est juste plus le bon indicateur, tout simplement. Faut revenir dans ce cas-là à l'histoire. La croissance du PIB, ça arrive justement sous Roosevelt, où il a besoin d'un indicateur pour voir si sa politique, elle marche. Et Roosevelt, il a besoin de quoi? Il a besoin de savoir s'il y a du développement matériel. On est dans les années 30, hein. On n'est pas comme aujourd'hui, on croule sous les biens. Voilà, donc on est dans une perspective vraiment différente. En Europe, il arrive en 44 avec le plan Monet, le premier plan. Même chose, on est dans une phase de reconstruction. On a besoin de savoir si l'économie fait du développement matériel ou pas. Mais le PIB ne peut rien nous dire de l'état des inégalités, de l'état de l'environnement. C'est juste pas le bon indicateur. Alors qu'il croit ou qu'il décroît, il ne peut rien me dire sur l'état de la biodiversité. En regardant le PIB, je ne peux pas savoir s'il y a plus d'oiseaux ou moins d'oiseaux. Je ne peux pas savoir si les émissions de CO2 augmentent ou pas. C'est juste en fait plus le bon indicateur. Donc dans ce cas-là, sur ce débat croissance-décroissance, moi je fais un pas de côté et en tant que décideur public,
Et je dis que non, c'est pas j'ai pas besoin de décroissance, j'ai pas besoin de croissance, j'ai besoin de savoir si d'un point de vue social, les inégalités augmentent ou se réduisent, si d'un point de vue pauvreté, ça augmente ou ça se réduit, et si d'un point de vue environnemental, l'état de l'environnement s'améliore ou pas. Et donc là-dessus, c'est même pas un débat croissance et décroissance, c'est juste post-croissance. Faut laisser cet indicateur. Mais c'est Faut le laisser de côté. On peut le garder, mais c'est plus lui qui doit nous guider. Et c'est très dur de le laisser de côté parce que c'est les 30 glorieuses pour nous, la croissance du PIB, avec tout l'imaginaire fantastique qu'on a autour des 30 glorieuses, à tort ou à raison. très bien. Une question de Jean-Noël. L'augmentation des dettes publiques va poser des problèmes en Italie et aussi en France, particulièrement car ces dettes, au-delà du montant, sont détenues majoritairement par des investisseurs externes. La difficulté de réaliser une unité politique sur une mutualisation des dettes ne renvoie-t-elle pas à un nécessaire retour à une Europe à deux vitesses, sachant que l'Allemagne semble évoluer dans un sens plus favorable? C'est très compliqué. Alors moi, en tant que pro-européenne, j'avoue que je ne suis pas pour une Europe à deux vitesses. Néanmoins, on retrouve effectivement un débat qui est porté notamment par Thomas Piketty, mais aussi par Lucas Chancel, de faire un petit peu bande à part si l'Allemagne ne veut pas venir avec nous sur la question de la mutualisation de la dette. Moi, j'avoue que j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal à me dire qu'on va pouvoir, pour des raisons politiques, et pour ce qui nous a amené à créer tout simplement l'Europe. J'ai du mal avec cette perspective-là, mais à un moment, il faudra aussi mettre de la pression politique et négocier en proposant peut-être, Lucas Chancel, je sais qu'il appelle ça un plan B, en disant qu'il faut mettre la pression sur l'Allemagne parce qu'il y a un moment où il va bien falloir sortir de cette situation. Moi, j'arrive pas encore à m'y résoudre de cette façon-là. Voilà. Je pense qu'il nous faut vraiment trouver une solution coûte que coûte. Il va falloir effectivement que la France montre un peu plus les muscles lors des négociations et tape plus du poing sur la table parce que les pays du Sud, enfin dits du Sud, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont besoin aussi d'un leader, entre guillemets. Ça fait pas mal d'années qu'ils aimeraient que ce soit la France qui négocie de manière plus dure avec l'Allemagne. Il va falloir vraiment le faire, sinon, la zone va se disloquer de toute façon, puisqu'effectivement, ça a été bien dit, la dette italienne ne sera pas soutenable et qu'il y a un vrai risque de sortie de l'Italie, quoi, tout simplement. Et économiquement, c'est terrible, politiquement, Oui. ça l'est aussi, me semble-t-il. Voilà. Une question de Sherifa qui voudrait savoir sur ce que vous pensiez du fait que l'Union européenne ait recours à BlackRock pour élaborer un rapport sur la manière dont la supervision bancaire de l'UE pourrait prendre en compte les enjeux climatiques. On a déposé une question à la Commission européenne avec Manon Aubry. Je sais aussi qu'il y a Pascal Durand qui en a déposé une où effectivement on s'est alerté du fait que BlackRock, qui est donc le premier gestionnaire d'actifs au monde, très impliqué dans les énergies fossiles d'ailleurs, puisse conseiller l'Union sur des questions de taxonomie en plus, sur les questions en fait de critères d'investissement verts et sociaux. On sait même pas qu'on était inquiet, c'est qu'on a les bras, c'est juste hallucinant, voilà, pour dire les choses clairement. Alors après, on n'a pas encore eu la réponse de la Commission. Elle a répondu déjà par voie de presse, que, en gros, ils remplissaient les critères de l'appel d'offres. Et c'est vrai que BlackRock est particulièrement peu cher, mais si BlackRock est particulièrement peu cher, il faut aussi se poser des questions du pourquoi ils sont particulièrement peu chers. Peut-être qu'ils ont intérêt pour pouvoir faire de l'influence, ce genre de choses. Donc, à un moment, il va falloir là aussi revoir notre réflexion sur le tout quantitatif. On est beaucoup trop dans une espèce d'optique gestionnaire et on oublie de faire de la politique. On oublie de se dire que les conflits d'intérêts, ça existe, que les jeux d'intérêts, ça existe, que l'influence, ça existe. Et ça donne typiquement ce genre de moment où la Commission se fait conseiller par BlackRock. Et c'est en termes d'image, à un moment où l'Europe est très critiquée, on ne peut pas faire des erreurs pareilles.
En fait, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs pareilles. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête dans ces cas-là. Voilà. Il y a une mobilisation en tout cas très forte des Il y a citoyens une contre ça, hein. mobilisation très forte parce que je reçois une quantité, il doit y avoir des pétitions qui tournent puisque ma boîte mail est pleine de Madame la députée, soutenez, etc., etc. Donc oui, ça tourne. Je crois qu'il y a une mobilisation. Comme quoi, ça a vraiment heurté et touché l'opinion publique, quoi. J'ai deux questions sur le même sujet qui est, pensez-vous que l'idée de Corona Bonds va aboutir réellement malgré l'opposition de l'Allemagne et des Pays-Bas notamment? Alors, il y a deux choses en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux façons de définir les bonds, les obligations aujourd'hui. Il y a soit les bons qui vont être adossés au plan de relance à venir, c'est-à-dire qui vont engager les dépenses à venir, et soit l'idée d'avoir des bonds qui peuvent engager l'ensemble des dettes qui vont être émises actuellement. Donc, il y a deux visions. Pour cette vision-là, celle qui serait de dire qu'on crée des bonds aujourd'hui à partir du moment où il y a une émission de dette actuelle et que ce ne serait pas à partir du début de l'année prochaine pour le plan de relance, etc. Moi, je ne vois pas l'Allemagne et les Pays-Bas derrière, oui. Je vous le dis franchement, je n'y crois pas pour l'instant. Pour l'instant. Par contre, sur des recovery bonds, comme on dit, pardon, des recovery bonds, des bonds pour le plan de relance à venir je crois que c'est en janvier 2021. Là, à mon avis, c'est déjà plus jouable. Voilà, c'est possible. Ensuite, ça va dépendre aussi de l'approfondissement de la crise. C'est-à-dire que je pense que, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, à vrai dire, mais je pense que le gouvernement allemand et le gouvernement néerlandais surestiment totalement leur capacité à passer entre les clous de la crise. C'est-à-dire qu'ils commercent quand même avec l'Union européenne. Et pour un tiers, notamment l'Allemagne, avec la zone euro. Donc, si tout s'effondre autour d'eux, et c'est ce que leur a dit le président italien, Sassoli, du Parlement européen, il leur a dit, mais à qui vous allez vendre vos tulipes et à qui vous allez vendre vos technologies si autour de vous tout s'effondre? Et il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il y a un moment où peut-être que le principe de réalité, s'ils ne sont pas émus par le fait qu'il y ait des gens qui meurent dans d'autres pays, va revenir et qu'il se passera quelque chose. Pour l'instant, je ne suis pas très optimiste. Voilà. Je crois que malheureusement, il va falloir attendre qu'il y ait une aggravation de la crise, qu'il y ait une possibilité de sortie de l'Italie pour que les choses bougent réellement. Voilà, exactement comme la politique de quantitative easing a été mise en place parce que vraiment la crise commençait en 2008 à s'approfondir. Mais tant qu'on ne sera pas dans ce type de menace, je pense que ça ne bougera pas des masses. Voilà, à mon grand désespoir. Bon. Très bien. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette rencontre, donc j'ai encore beaucoup de questions, notamment une sur la question des dettes publiques et leur éventuelle mutualisation, annulation, en lien avec l'action de la BCE. Donc, on l'a déjà évoqué. Est-ce qu'un consensus de la gauche européenne sur ce point de vue vous semble-t-il possible, ou y a-t-il des divisions nationales trop importantes? C'est une question de Raphaël. Pour la Alors, mutualisation de la dette et leur annulation éventuelle. au sein alors c'est difficile au sein des gauches parce au sein du PSE, tous ces sujets sont très débattus. Il y a beaucoup de discussions au sein du Parti socialiste européen, notamment sur la monétisation des dépenses publiques, sur la monnaie hélicoptère, sur l'annulation des dettes, etc. Les débats sont très présents. Au sein des groupes des sociodémocrates au Parlement européen, on est très en faveur de la mutualisation de la dette pour l'instant, puisque l'idée, c'est que c'est le premier combat à gagner. Voilà. Donc déjà, on essaye de faire bloc à ce niveau-là. Les sociodémocrates néerlandais sont à fond. Alors ça, il n'y a aucun sujet. Après, on peut avoir, mais non, globalement, tout le monde est pour. On peut avoir quelques réticences quand même de certains pays nordiques, c'est vrai, un tout petit peu plus, qui ne sont pas dans la même tradition de gestion de l'argent public. Et côté allemand, mais non, globalement, on a quand même un groupe
social-démocrate qui est très solide sur la question de la mutualisation de la dette. C'est plus le clivage gauche-droite qui va jouer là-dessus. Après, oui, je ne peux pas dire que c'est quelque chose aussi instinctif et logique que pour d'autres gauches. Mais par exemple, la gauche espagnole et la gauche néerlandaise vont être totalement sur la même ligne là-dessus. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est la notion de dette perpétuelle qui a été proposée par le gouvernement espagnol, que Varoufakis avait proposée au moment de la crise grecque et qui est là reprise par le gouvernement espagnol. Et ça c'est une position qui plaît particulièrement aux sociodémocrates, en fait. Et qui est en train de faire, oui, qu'on est tous en train de soutenir. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler juste rapidement la Ouais. notion de dette perpétuelle? Peut-être que tout le monde n'a pas le mot en tête. L'idée, comment dire? Alors, je vais essayer. L'idée de dette perpétuelle, c'est de dire, en gros, vous allez prendre des décennies, voire 100 ans, voire on verra, pour rembourser. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec la dette perpétuelle, donc comme ça, on ne met pas la pression. On ne met pas la pression sur les États, on ne leur met pas le couteau sur la gorge, on ne dit pas dans 5 ans, il faut que tu rembourses. C'est tu as 100 ans devant toi, et puis, ou alors tu as 30 ans, et puis on va remettre 30 ans, etc. etc. Donc ça peut donner l'impression, en fait, qu'on a un financement direct des États. La réalité, c'est qu'en fait, la dette perpétuelle, on rembourse souvent pas le prêt, le capital, disons, le principal. Par contre, on va payer régulièrement des intérêts, ce qui fait que finalement, en plus, c'est des dettes qui sont souvent assez bien remboursées dans l'histoire. Mais en fait, la notion de dette perpétuelle, c'est politiquement très malin. Parce qu'en fait, on sort totalement des conflits habituels, puisque c'est assez nouveau finalement. En fait, c'est à vrai dire extrêmement ancien, mais on n'en reparle plus. Mais c'est très très vieux pour le coup. Mais on n'en reparle plus ces derniers temps. Donc ça permet d'avoir un champ politique relativement neuf, où tout le monde est assez apaisé. Voilà, c'est pas les eurobonds où là, ça peut tout de suite crisper tout le monde. C'est pas la monnaie hélicoptère qui peut aussi crisper. C'est pas voilà. Là, on est sur une solution. On se dit, tiens, c'est pas les statuts de la Banque centrale européenne, tout ça. Il n'y a aucun problème pour faire tout ça. On n'est pas sur de l'annulation de dette non plus, donc ça ne crispe pas d'autres personnes. Donc, c'est un sujet qui est vraiment, c'est une proposition qui est vraiment très bonne d'un point de vue économique et très maligne d'un point de vue politique, à mon sens. D'accord. Et alors, deux dernières questions, et après on va devoir clore cet échange. Donc, une question de Martin qui demande, selon vous, pour mettre en place un grand plan d'investissement de transition écologique, faut-il privilégier l'action décentralisée ou au contraire s'inspirer du commissariat au plan? Et une dernière question un peu plus d'ouverture, de François, peut-on dire un mot sur la conférence pour le futur de l'Europe? Aura-t-elle lieu? Que peut-on en attendre? Alors, le plan et la décentralisation, pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un plan très, très centralisé. Déjà, le plan, c'est quand même une instance de dialogue permanent. C'était ça qui était intéressant dans le plan quand ça a été créé. Et c'est pour ça que c'est très, très dommage que De Villepin l'ait supprimé. Parce qu'on avait une instance qui pensait le long terme et la stratégie avec un dialogue social permanent. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on fait de la planification qu'on centralise tout, à mon sens. D'autant que si on fait de la transition écologique, il faut en fait qu'on ait une combinaison des deux. Voir ce qui se fait en Allemagne sur les coopératives de production d'électricité, etc., décentralisées, territorialisées, qui sont extrêmement intéressantes. On peut parfaitement avoir les deux et on peut avoir par ailleurs aussi des planifications au niveau local. C'est ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. Moi, je cite souvent la ville de Portland dans l'Oregon, qui a une planification écologique et qui a réussi à mettre en œuvre plein de choses intéressantes. Vous savez qu'aux États-Unis, le gros problème, c'est le transport. Pas du tout comme chez nous, hein. Tout est pensé autour de la bagnole avec des grosses routes, etc. Et grâce à la planification, ils ont réussi à faire en sorte de mettre en place ce qu'on appelle le 20 minutes à pied, c'est-à-dire que tout soit accessible à 20 minutes à pied, ce qui aux États-Unis est vraiment pas évident. Donc voilà, on peut parfaitement faire les deux, c'est-à-dire avoir une planification au niveau national. Moi, j'aimerais qu'il y en ait une au niveau européen. Voilà, je trouve que ce serait utile pour le Green Deal.
et en avoir au niveau local et avoir de la décentralisation, notamment de la production énergétique. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et j'ai oublié la deuxième question, par contre. C'est par rapport à la conférence pour l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'elle aura lieu? Est-elle dans Je les cartons? elle était dans les cartons. Là, c'est vrai qu'on est un peu, enfin, on attend, quoi. Hein. Finalement, il y a certains sujets comme ça où on attend, mais moi, je dois avouer que sur cette conférence, je trouvais que c'était un outil peut-être un peu marketing, là où certains de mes collègues me disaient non, non, il faut absolument, au contraire, investir cette conférence, etc. Et là, ça fait beaucoup plus sens, à mon sens, de l'investir, justement. Donc, normalement, il y a des réunions. Moi, je ne fais pas partie des organisateurs ni des responsables qui s'en occupent. Mais je sais qu'aujourd'hui, au sein des sociodémocrates, il y a des réunions qui se tiennent sur le sujet. Donc, c'est toujours à l'agenda. Ça ne va pas partir. Néanmoins, quand est-ce que ça se tiendra? Là, en ce moment, on est sûr de rien. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour ces réponses. Merci Aurore Lalucq. On retiendra du coup votre détermination pour mener ce Green New Deal européen au sein d'une gauche rassemblée et donc pour mener la bataille des idées également au sein de l'Union européenne. Merci également à toutes celles et ceux qui ont écouté ou regardé cet échange. On vous donne rendez-vous demain à 18h avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris, pour échanger sur la ville d'après la crise du Covid. Donc, merci encore à vous toutes et tous. Protégez-vous, prenez soin de vous et bonne soirée.